Alors bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et de l'Avantage gaspésien. Mon nom est Dominique Fortier et à mes côtés, mon fidèle collaborateur Frédéric Deroy. Alors bonjour Frédéric. Hey, bonjour Dominique. Lundi soir, grosse soirée, on a veillé tard. Certainement. Les résultats ont tardé à rentrer pour notre circonscription. Un classique, hein? Ça nous rappelait étrangement l'élection au provincial. Donc, oui, on a veillé tard. Effectivement. Alors, pour ceux qui étaient sur une autre planète lundi soir, on vous rappelle que c'est Diane Leboutier pour le Parti libéral qui a été réélue. Alors, la ministre sortante est reconduite au pouvoir, mais avec une majorité qui est quand même assez mince. On parle de 16 296 voix contre 15 659 pour le bloquiste Guy Bernatchez. Alors, comme on le disait, ça a été serré tout au long de la soirée. On avait des résultats qui entraient tantôt pour M. Bernatchez qui prenait l'avance et on s'était changé la tête là, tout au long de la soirée. Et finalement, la dernière boîte de scrutin qui a été ouverte vers 4h45 la nuit. Donc, on a savouré la victoire, mais ce fut quand même avec une très mince marche. Là. Oui, toute la soirée, on s'échangeait la tête. Donc, les deux camps y ont cru au long de la soirée. La dernière heure ou les deux dernières heures ont dû être assez pénibles pour les deux équipes parce que, et pour nous, parce qu'on attendait les résultats. J'ai hâte de voir un peu ce qui s'est passé. C'était un peu bizarre, là. Il restait 14 boîtes à un moment de la et ça a pris presque une heure avant que les résultats recommencent à rentrer. C'est assez surprenant pour... oui, le territoire est assez grand de notre circonscription, mais on n'a pas des boîtes de 4-5 000 papiers à dépouiller. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le sais pas. Mais, en fait, on a déjà une réponse par rapport à ça. On a contacté le directeur journaliste général des élections pour savoir qu'est-ce qui en découlait. Et justement, puisque l'ensemble des boîtes qui avaient été dépouillées jusqu'à ce moment-là étaient très serrées. Alors, évidemment, il y avait la fatigue qui embarquait et on ne voulait pas répéter un fiasco comme la dernière fois. Alors, on a été ultra vigilant. Donc, c'est pour ça que les dernières boîtes, on a préféré les recompter plusieurs fois pour être certain de ne pas faire d'erreur. Donc, plusieurs recomptages pour l'ensemble des boîtes pour justement éviter de faire des erreurs, surtout dans un contexte où c'était très, très serré. Parfois, ça se jouait par moins d'une centaine de voix. Ouais. Alors, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison quand même. Mais on sait que pendant la soirée, là, on suivait du coin de l'œil certains compétiteurs. On a même des médias comme la presse canadienne qui avaient déjà déclaré M. Bernatchez vainqueur à un certain moment. Donc, rigueur, mon cher Fred. Ah oui. Alors, à Bleu FM, nous, on était très rigoureux dans nos résultats. On a été bien prudent avant d'annoncer quoi que ce soit, mais ça a fait qu'on a veillé tard avant de dire un gagnant ou une gagnante. Effectivement. Et comme tu le disais, on avait eu l'expérience des provinciales où finalement, on n'aura pas eu le bon gagnant avant quelques jours par la suite. Alors, bref, pour vous donner un petit portrait complet, donc on disait Mme Leboutier qui reçoit 42% du vote, M. Bernatchez 40,8%, et par la suite, là, on arrive derrière avec le Parti conservateur. Donc, M. Jean-Pierre Pigeon qui va chercher 3022 voix. Lynn Beaulieu, la néo-démocrate, 1722. Et Denis Drainville du Parti vert, 1130. Et après ça, on a le Parti Rhinocéros, qui n'est pas dernier, puisque le Parti populaire du Canada de Éric Hébert est arrivé au tout dernier rang. Et 59,28% le taux de participation en Gaspésie. Oui, bon, c'est presque la note de passage, mais il reste que 40% des électeurs n'ont pas été votés, ce qui devrait être un peu à améliorer dans le futur, mais on ne peut pas tirer par les oreilles les électeurs pour les amener au bureau de vote, hein, c'est libre à chacun, mais 60%, c'est quand même peu. T'sais, si on regarde, nous, dans notre comté, la gagnante, avec 60% du taux de vote, avec 40% du vote qui se sont déplacés, donc quand on a une démocratie, l'idéal, c'est de bien représenter le choix des électeurs. Et si les électeurs ne se déplacent pas tous, ça devient un peu... oui, après, bon, les jeux sont faits, mais
si on veut vraiment quelqu'un qui représente exactement ce que la circonscription veut, ben il faut que tout le monde sorte voter pour la circonscription, mais pour le pays au complet. Donc, on veut toujours un peu plus dans le taux de participation parce que ça devient plus précis comme choix. Effectivement. Encore là, il faut dire que les gens qui aient voté fassent un choix éclairé et savent pour qui ils vont voter. C'est un fait. Mais pour ceux qui ne le savent pas, il y a toujours le parti rhinocéros. Effectivement. Mais le grand perdant de la soirée au national reste le Parti populaire avec M. Bernier, qui n'a aucun élu. Il n'a pas réussi à se faire élire. Non, c'est ça, le chef n'est même pas rentré. Donc, en même temps, on a pu prendre le pouls de est-ce qu'une droite plus populiste, un peu comme aux États-Unis présentement, a un potentiel de marquer des points au Canada? Et la réponse, avec les élections qui viennent de passer, c'est non. Bon, on s'entend que c'est une première élection aussi. On s'entend que Québec solidaire, dans le temps d'option citoyenne, ça ne se scorerait pas fort non plus, là. Non, ça, c'est sûr. Mais disons que, en tout cas, le fruit n'est peut-être pas encore mûr pour ce genre de parti politique-là ou ce genre de courant politique-là. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec M. Bernier dans les prochains jours. Et un petit regard brièvement sur l'autre circonscription qui touche la Gaspésie, qui est Avignon, la Métis Matane Matapédia. Alors, là, le député sortant libéral, Rémi Mancé, a eu moins de chance que sa collègue. Et par moins de chance, on peut parler d'une déconfiture assez crève-cœur. Donc, M. Mancé a terminé au deuxième rang avec 12 188 voix. Donc 33,9 % du vote. Et c'est la bloquiste verte, dans le fond, qui était toute nouvelle dans l'arène politique, Christina Michaud, qui a raflé 18 500 votes, donc 51 % du vote populaire. Et on s'entend que avec ce résultat-là, on vient à côté un record de 1993 pour le nombre de voix. C'était René Canuel à l'époque qui l'avait obtenu. Donc vraiment une victoire convaincante. Et le lendemain, on entendait M. Bérubé se targuer d'avoir contribué au vote, au succès de Mme Michaud. Il avait mis toute la machine derrière elle pour sa réélection. Et force est de constater que le pari est réussi. Alors on a une nouvelle député dans Avignon. Oui, M. Bérubé qui a un excellent capital de sympathie dans son comté. Et la machine, je crois, qui est assez bien rodée. Donc, Mme Michaud a eu droit à toute une équipe derrière elle. Et M. Mancé, qui n'avait pas fait un mauvais travail de député, je pense que même les signaux étaient relativement positifs quant à son implication et son travail pour sa circonscription. Ça a dû être assez crève-cœur de se faire un peu écraser comme ça par le rouleau compresseur du bloc. Là. C'était assez marquant comme résultat. Mais on en parlait à la radio lundi soir. Quand il y a une vague qui s'installe, il n'y a plus d'historique qui compte. C'est parti, ça s'installe et peu importe le travail qu'on a fait avant, dans les 4 dernières années, c'est le parti politique qui s'impose dans cette vague-là risque de faire plein de gains, des fois presque pas en dehors de la raison, mais quand c'est parti, c'est parti. Oui, avec 32 sièges comparativement à moins d'une dizaine, je pense. Oui, M. Blanchet a triplé ses acquis. Oui, tout à fait. Et ça a été fait surtout au détriment du NPD qui a été rayé de la carte au Québec. Donc, il reste M. Boulris, je crois, et c'est tout. Même Mme Brosseau avait perdu ses élections dans Berthier-Masquinongé. Donc, oui, c'était toute une soirée électorale. Et je te poserai une dernière question pour clore sur le sujet des élections. On parle souvent du mode de scrutin. Est-ce que c'est adéquat dans une monarchie constitutionnelle comme la nôtre? Oui, on sent qu'on a écouté Infoman. Donc, oui, c'est ça. Mais j'allais poser la question. Ici, on a le Parti conservateur qui a eu le plus grand nombre de votes purs. Oui. Et en se retrouvant dans l'opposition officielle, dans un contexte de gouvernement minoritaire, les libéraux vont sûrement s'allier avec le NPD qui se rapproche plus de leurs valeurs. Donc, au final, les conservateurs qui ont eu le plus de votes vont être le parti qui a le moins de pouvoir pour les prochaines années. Donc, c'est un peu le ridicule de notre système. C'est pas que je tiens tant à ce que ce soit les conservateurs au pouvoir, mais ils ont quand même été cherchés par électeur. C'est eux qui ont réussi à aller chercher le plus de votes.
Donc, avec un mode proportionnel, ce seraient les conservateurs qui auraient le pouvoir présentement. Minoritaire quand même, mais c'est eux qui auraient été chercher un peu le pouvoir. Donc, oui, mais en même temps, à chaque fois qu'un parti a voulu réformer le mode de scrutin, quand il arrive au pouvoir, il est un peu plus tiède à l'idée parce que c'est ce bon vieux système unilatéral à un tour qui les a fait rentrer. Donc, on a vu M. Trudeau là, qui se gargarisait du changement de mode de scrutin pendant les élections de 2015. Il s'en est défilé un peu. Il n'y a pas de consensus et tout. Donc, à chaque fois qu'on arrive à le mettre en place, on choke. C'était assez difficile d'avoir un consensus, puisque je me rappelle très bien, j'ai couvert les consultations en région. Ouais. Alors, ça se faisait un mercredi matin à 9h30 et on l'avait su la veille. Ouais. Donc, on s'entend que dans la salle de consultation, il y avait 2 journalistes, Madame Leboutier, son attaché et ma conjointe. Donc, voilà. on voit la participation à ces consultations. On voit la participation, mais on voit aussi un peu la stratégie boiteuse de consultation. Donc, est-ce qu'on voulait vraiment changer le mode de scrutin chez les libéraux? J'en doute, parce que M. Trudeau, lui, voulait préférentiel. Donc, on met notre choix numéro 1, 2, 3, et jusqu'à temps qu'on ait une compilation qui donne 50% et plus pour un candidat, c'est comme ça qu'on le choisit. Et tout le monde voulait proportionnel, une sorte de proportionnel. Dans les travaux parlementaires, le consensus était là. On voulait une proportionnelle X. Et M. Trudeau, lui, voulait une préférentielle. Ça n'a pas fait son affaire. Il n'y a pas de consensus. Lui n'était pas en consensus avec tout le reste, donc il a laissé tomber. On verra qu'est-ce que ça donne avec le référendum au provincial. M. Legault va poser la question aux prochaines élections. Donc, je pense que c'est M. Legault qui aurait été le plus loin à date dans le processus. Ouais. En effet. On verra qu'est-ce que ça donne, mais c'est une situation assez particulière qu'un parti ait le plus grand nombre de votes. Et n'aura pas de voix. Et tombe vraiment dans l'opposition et quand même plusieurs sièges en moins que ses adversaires. Oui, et c'est ça. On s'entend que c'est un parti comme le NPD qui prend la balance du pouvoir, alors que les conservateurs vont être plutôt silencieux. Ils vont pouvoir s'opposer, mais contre pas grand-chose. Ce qui va être délicat, c'est que l'Ouest canadien est vraiment très clairement conservateur, donc s'oppose beaucoup aux politiques de M. Trudeau. Ça va être assez particulier comme ambiance dans la Chambre, avec le Bloc au Québec aussi. Tout à fait. Beaucoup de plaisir pour les prochaines années. Alors, on va au niveau local maintenant. Il y a eu une manifestation qui s'est tenue il n'y a pas très longtemps à Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Alors, on sait qu'il y a tout le projet d'enrochement du quai qui ne fait pas que des heureux. Alors, pour faire un récapitulatif de l'histoire assez rapidement, on sait que le quai était dû pour des travaux. Finalement, on a décidé de l'enrocher. Le maire de l'époque, Serge Cressay, ne s'était pas opposé à ça, mais il y avait un groupe de citoyens qui avait décidé de dire, ça serait le fun d'avoir au moins une structure pour accueillir soit des bateaux, ou bien du moins avoir un accès piétonnier. On parlait d'un éperon pour faire une espèce de port de refuge. Ça n'avait pas fonctionné. On n'avait pas eu l'accord de Transport Canada. Là, on est en train de faire l'enrochement total. Donc, rendu à ce point-ci, on demande est-ce qu'on peut avoir au moins un accès piétonnier. Là, on est supposé avoir une rencontre, là, je crois que c'est prévu dans les prochains jours. On attendait les élections pour savoir qui serait le parti au pouvoir. Maintenant que c'est chose faite, Danny Bergeron, qui lead un peu le groupe de citoyens en colère contre cet enrochement-là, ils auront une chance de se faire valoir, de faire entendre leur point de vue auprès de Transport Canada. On verra qu'est-ce que ça va donner, mais on s'entend que c'est rendu à ce point-ci, c'est pas mal la rencontre de la dernière chance. Alors, s'il n'y a rien qui bouge là, on s'en va vers un enrochement total et définitif. C'est très dommage. Tu sais mon attachement au fédéral, Dominique, et de voir qu'on s'entête à ne pas écouter ce que veut la population. D'un côté, on veut que les gens restent en région, développent leur coin de pays, mais quand on a un consensus assez fort dans la population, et d'un qui avait le projet pour avoir le quai, l'espace marina un peu avec les travaux qui se faisaient. La machinerie est là, donc on pourrait le faire rapidement et à peu de frais, au lieu de revenir une deuxième fois si jamais ce projet-là revit et se fait. Donc, on est là-dedans et la population veut un espace piéton, mais pour les pêcheurs aussi. Donc,
on est là-dedans. Pourquoi ne pas le donner à la population et donner aussi encore le goût des gens de rester en région? On est un peuple maritime en Gaspésie. Le quai, c'est important. Donc, fédéral, soyez à l'écoute de la population. Oui, on est loin d'Ottawa, on n'est pas des grosses masses de population, mais l'occupation du territoire, c'est vrai, au municipal, au provincial et au fédéral. Et il faut écouter la population et laisser aller un peu d'argent pour les petites communautés. OK, je pensais que ça veut dire de la laisse, non? Non. Ouais, bien que des fois, on peut se le demander si on n'est pas en laisse avec le fédéral. Sur ce, oui. On passe à notre prochain sujet. C'est les élus de la Haute-Gaspésie qui reviennent à la charge cette fois-ci pour demander une couverture cellulaire complète. Alors, on invoque des raisons de sécurité pour dire bien, il serait grandement temps que le réseau cellulaire soit accessible partout sur le territoire. Et par partout, on entend d'abord la route 299, le parc national de Gaspésie. On sait que très souvent, ben, c'est le théâtre d'accidents en raison des nombreux orignaux et autres bêtes qui sillonnent cette route-là. L'hiver, c'est pas évident non plus. Le soir, c'est pas évident. C'est pas la route la plus conviviale à parcourir, mais c'est un accès quand même assez essentiel pour passer du nord au sud. Alors, on fait une demande. On demande à tous les fournisseurs qui seraient intéressés à lever la main et à participer à un projet. On pourrait aller chercher des subventions du côté du provincial et du fédéral, et la MRC serait prête, elle aussi, à investir de l'argent. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment mieux desservir la population. Et oui, on parle encore de couverture cellulaire en 2019, mais force est de constater qu'il y a encore beaucoup d'endroits où ce n'est pas optimal. On parle entre Marsoui et Rivière-à-Claude, entre Rivière-à-Claude et Mont-Saint-Pierre, dans l'arrière-pays de Marsoui, à Capcha, la moitié de la ville n'est pas desservie. Aussitôt qu'on arrive dans la route des Fonds, là, on a la route 132, la route des Fonds, à peine, même moins d'1 kilomètre après être rentré dans ce chemin-là, ben, on perd toute couverture cellulaire. Dans le secteur des Capucins, c'est difficile aussi. Saint-Octave, évidemment, on n'en parle même pas. Donc, il y a plusieurs endroits où c'est encore fort, fort difficile pour la couverture cellulaire. Donc, on espère que cette fois-ci, le cri du cœur des élus sera entendu. Et on force les candidats à chaque élection à radoter carrément. T'aimes la politique comme moi, Dominique, et aussi loin que je me souviens depuis que je suis revenu en région, à chaque élection, que ce soit n'importe quel niveau de gouvernement, les candidats disent toujours « Oui, moi, ma priorité, ça va être la couverture cellulaire, l'Internet haute vitesse. » Mais pour quand, je veux dire... Encore faut-il qu'un fournisseur c'est assez incroyable, oui. Puis à un moment donné, ben, le gouvernement doit s'en mêler. Oui, il y a une question de libre marché et d'entreprise, mais... Là, on parle de sécurité. Et on peut parler aussi de Murdochville à Gaspé. Oui, la route est carrément non couverte. Donc et non sécuritaire. Et non sécuritaire en hiver ou avec les animaux, comme tu disais. On se doit d'avoir au moins la couverture cellulaire, mais c'est ridicule qu'on soit encore en train de demander ça. Effectivement. Sur une note un petit peu plus joyeuse, couleur chocolat, pardon, excuse-moi Roger. Couleur chocolat est maintenant devenu un économusée officiel. Alors, qu'est-ce que ça fait, l'économusée? Bien, ça met en valeur le travail de l'artisan. Alors, on a réaménagé la boutique histoire d'avoir des vitres pour qu'on puisse voir le chocolatier à l'œuvre. On a un petit centre d'interprétation virtuelle où on peut voir Carl Pelletier, comment il fait certains chocolats. Alors, on le voit ici en compagnie de sa fille Paul Ménard-Pelletier, ainsi que les responsables de l'accréditation, si on veut, d'Économusée. Alors, au fond, ce qu'on veut faire, c'est que le commerce en soi devienne une attraction touristique. Oui. Alors, on veut offrir un service à la clientèle où on explique une histoire, où on raconte justement comment on fait ça. Donc, on transmet le savoir aux gens qui viennent nous visiter. Alors, voilà, Couleur Chocolat qui accède au réseau des économusées. Et c'est le 3e Gaspésie-Bas-Saint-Laurent, après la vallée des Framboises et la Savonnerie dans le sud de la péninsule. C'est une excellente nouvelle. C'est une petite entreprise qui travaille très fort depuis sa création, donc félicitations. Oui. Et en terminant, avant de passer à la pause, on peut peut-être souligner la Grande Marche de Capcha qui a attiré pas moins de 246 personnes. Alors, bravo aux organisateurs, bravo aux gens qui ont parcouru 1 et 5 km. On nous a dit que c'était principalement le 5 km. Des gens qui partaient de Madeleine et même de Matane qui sont venus se joindre aux marcheurs de Capcha. Alors, tout le monde était content, il faisait beau.
bravo. On s'est gardé en forme et on a accueilli les gens avec des petites gâteries par la suite au centre de plein air. Alors, on nous explique que ça reviendra probablement l'an prochain. Excellente nouvelle. Et sur ce, on prend une courte pause et on vous revient immédiatement après avec nos invités de la semaine. James Henry Atkins. Je suis cofondateur avec mon frère Charles de l'entreprise Atkins et Frères de Mont-Louis. Je m'appelle Guillaume Thibault, je suis propriétaire de la compagnie Atkins et Frères, située à Mont-Louis, en Haute-Gaspésie, depuis 5 ans maintenant. On a entre 15 et 25 employés, on est spécialisé dans les produits fumés. Quand j'ai acquis l'entreprise Atkins et Frères, j'étais déjà directeur général et j'avais pour mandat de vendre la compagnie à un tiers. Et à force d'essayer de la vendre, je me la suis vendue à moi-même. Alors il s'agit d'une relève à l'interne, ce qui témoigne de la qualité et des valeurs de l'entreprise comme telle, puisque la personne qui le reprend est d'accord avec la mission de l'entreprise. C'est une grande fierté. Le processus de transfert dans son ensemble s'est passé vraiment très facilement. Et étant donné ma position dans l'entreprise déjà dans le passé, je connaissais déjà très bien l'entreprise, tous les employés depuis plusieurs années. Donc ça s'est fait très fluidement. Donc l'aide que j'ai bénéficiée des organismes locaux qui sont la CLD et la SADC de la Haute-Gaspésie. Donc c'est principalement des prêts pour la relève, des prêts jeunesse. De devenir entrepreneur, ça m'a permis de me réaliser sous plusieurs aspects. L'aspect humain avec mon équipe de travail, sur l'aspect personnel parce que je suis capable maintenant de toucher à tout et de vraiment vivre au jour le jour mon entreprise. Le gros atout d'avoir une entreprise en Haute-Gaspésie, c'est principalement l'attrait touristique. Les gens qui viennent en vacances en été sont tous détendus, donc c'est très agréable. En Haute-Gaspésie, il y a vraiment énormément de place pour créer des entreprises. Et si quelqu'un veut venir s'installer ici pour travailler et qui est prêt à se relever les manches, je le dirais bien temps. Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie et j'ai à mes côtés Mme Virginie Gagné, Mme Sophie Robinson qui vont venir nous parler de la fête de l'Halloween. Alors, bonjour Madame. Bonjour. Alors, on pourrait peut-être commencer par Virginie. Toi, tu t'occupes du secteur sur la Première Avenue. Alors, peut-être nous parler un peu de cette nouvelle initiative-là. Oui, c'est tout nouveau. On est un groupe de mamans qui s'est rencontré à la fin de l'été. On voulait offrir un secteur différent à Sainte-Anne-des-Monts, puis offrir un secteur sécuritaire pour que les petits-enfants, les familles puissent passer l'Halloween. Donc, ça se réalise cette année grâce à de nombreux partenaires et de nombreux bénévoles. On va offrir à partir de l'hôtel de ville jusqu'à la 5e rue sur la Première Avenue. Tout ce secteur-là sera bloqué à la circulation, puis il va y avoir plein de surprises pour les enfants et les familles. Et quel genre, justement, d'animation on va avoir? Qu'est-ce qu'on risque de retrouver sur cette portion-là? Bien, premièrement, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de décorations, beaucoup de kiosques qui vont être là, de partenaires. Je ne pourrais pas tous les nommer, mais par exemple, la Caisse populaire des Jardins qui a décidé d'être là avec un kiosque puis d'offrir des bonbons aux enfants. On a DJ Mom aussi, Bianca Lévesque, qui va avoir une animation musicale sur place. En deux brassées, là. Il va même avoir des hot dogs qui sont offerts par Rôti dans le bec. Donc, ça ressemble à ça. Évidemment, c'est ça, beaucoup de bonbons, beaucoup de décorations, beaucoup de belles activités. Et on faisait cette initiative-là, pas seulement pour avoir de quoi d'éclater, mais il y avait aussi une petite question de sécurité derrière ça, là. Oui, bien, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y a un secteur de Sainte-Anne-des-Monts, quelques secteurs là, que je nommerai pas, qui sont comme surutilisés là, dans les dernières années. Donc, ça devenait pratiquement dangereux d'aller dans ces secteurs-là à cause de la circulation, tout ça. Les gens qui habitent ces secteurs-là aussi, parfois, deviennent épuisés d'avoir à accueillir. Cher en bonbons. Vraiment. Donc, c'est tout ça un peu qui nous a motivés là, à organiser le secteur qui serait sécuritaire. Donc, avec la fermeture de la route, les enfants vont pouvoir vraiment parader dans la rue, là. Effectivement. Et peut-être mentionner qui sont les 3 mamans qui étaient à l'origine de cette idée-là? Alors, Sarah Servant,
qu'on connaît, là, qui est enseignante, qui est une artiste, tout ça. Elle s'occupe aussi du blog Maman Gaspésie. Exactement, oui. Moi, Virginie Gagné, puis Esther Lévesque, qui est connue quand même un peu parce qu'elle travaille au Centre de la petite enfance depuis de nombreuses années. Donc, c'est nous les 3 mamans qui avons commencé ça, mais il s'est ajouté bien d'autres. Et est-ce qu'on a encore besoin de bénévoles rendus à ce point-ci ou on a pas mal... Ben, je dirais que oui, il peut toujours s'ajouter des bénévoles, surtout pour la journée même. Là, on prie pour que la température soit clémente. Oui. Et c'est sûr que étant donné que ça se passe dehors, on peut pas mettre les décorations. Il y a bien des choses qu'on peut pas mettre à l'avance. Donc, la journée même de l'Halloween, là, le jeudi, la semaine prochaine, s'il y a des bénévoles qui veulent nous aider à mettre les choses en place, ce serait vraiment très apprécié. Alors, on peut vous contacter par Facebook, oui. OK, oui. Super. Et Sophie Robinson, la Maison des Jeunes de Sainte-Anne-des-Monts revient avec une vieille tradition, là. C'est la maison hantée. Si tu nous parlais de ce qu'on nous prépare cette année. Ben là, depuis déjà 11 ans, là, Sarah, elle avait communiqué avec nous pour embarquer au niveau de la Première Avenue puis tout ça. Mais là, pour cette année, on s'est comme dit non parce que même j'ai demandé aux jeunes aussi pour savoir si eux voulaient embarquer dans la Première Avenue. Fait qu'ils ont dit « Ah non, Sophie, on aimerait vraiment faire notre maison hantée encore cette année. » On verra les années qui vont suivre comment ça va être. Peut-être que oui, on va se mailler avec la Première Avenue aussi parce qu'à un moment donné, les idées deviennent un peu... on vient à court d'idées parce qu'on veut toujours avoir un thème à tous les années. Là, je peux pas dire le thème parce que je veux que ça soit une surprise. C'est une surprise, oui. Oui. Mais qui est invité à venir à la maison hantée? Nous autres, ça a toujours été la population au complet. Là. Il y a des jeunes, il y a des jeunes de 2-3 ans qui passent, fait qu'on fait attention. On avertit les comédiens de pas trop y donner parce que là, ceux de 2 ans à 3 ans, c'est comme un peu plus... on veut pas non plus les effrayer, mais il y a des adultes qui passent puis ils aiment ça, puis c'est vraiment, ça devient comme, on devient aussi, comment je pourrais dire, au niveau de notre succès, ça devient ouf, hein? On a une... La barre devient haute. Oui, c'est là. ça. Chaque année, la barre devient haute. Fait qu'on devient comme ouf, qu'est-ce qu'on fait? Fait on a l'année quand même pour y penser, mais c'est quand même aussi beaucoup d'ouvrages et on est déjà là-dedans. Là. C'est ça. Puis je comprends pas, je devrais avoir même de la toile d'araignée un peu sur moi. Et voilà! On vient de la trouver. Voyez-vous, c'est ça colle. Fait qu'on est là-dedans par-dessus la tête. Quand encore ça dure, c'est comme une semaine et demie à monter. Fait que. On est content aussi d'avoir du monde qui passe parce que c'est au moins 200 personnes qui passent. Puis on a nous autres aussi des commanditaires. Est-ce que je peux nommer les commanditaires? Rapidement, s'il y en a pas beaucoup. Oui, Métro Bernard Caron, la pharmacie Jean Coutu France Dechaine, puis la pharmacie Family Prix Guylaine Lepage. Alors, merci beaucoup pour eux qui nous ont offert des bonbons. Et ça se passe le 31 octobre, évidemment. De quelle heure à quelle heure? De 5h30 à 20h30. Et du côté de la Première Avenue? De 5h à 7h. D'accord. Alors, c'est pas les activités qui manquent le soir de l'Halloween. Alors, on invite tous les gens à aller faire un petit tour sur la Première Avenue, ensuite d'aller crier un peu dans la maison hantée. Ouais. Exactement. Ben, écoutez, félicitations pour ces initiatives-là, Mesdames Gagné et Robinson. Merci. Alors, on espère que les jeunes pourront et sauront profiter pleinement de ces activités-là et on se souhaite évidemment beaucoup de belles températures. Oh, oui! Oui. Alors, sur ce, ben, c'est déjà la fin pour nous. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie de notre fidèle collaborateur Frédéric Deroy. D'ici là, faites attention à vous autres et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie.